Carnet de santé, une émission de Radio Mucodec présentée par Sainte-Victoire. Bienvenue à tous et à toutes dans l'émission Carnet de santé, votre rendez-vous de chaque lundi et jeudi sur Radio Mucodec. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au cordon ombilical et pour en parler, nous serons en compagnie de Madame Ngoyo Adoma, née Wampanandoulou Vichal. Elle est sage-femme, titulaire d'un Master 2 en santé publique, spécialisée en promotion de la santé communautaire. Elle est également chargée des relations externes au sein de l'Association nationale des sages-femmes du Congo. C'est notre invitée dans la rubrique Bienvenue docteur. Ensuite, nous vous proposerons de découvrir le portrait d'une journaliste présentatrice qui a co-animé l'émission mensuelle Bonjour Santé sur Canal+ Pop. Vous aurez plus de détails dans la rubrique Portrait du jour. Et nous terminerons cette émission avec les préjugés autour du cordon ombilical. Carnet de santé commence maintenant. Carnet de santé. Bienvenue docteur. Le cordon ombilical, ce lien qui donne la vie et qui relie une mère à son enfant, très souvent banalisé, certaines femmes ne maîtrisent pas vraiment ce qu'est le cordon ombilical et comment en prendre soin. Pour les futures mamans, le cordon ombilical est souvent une étape difficile à accepter car pendant l'accouchement, la future maman se sépare de son fœtus. Madame Adomane Wampana Vichal nous en parle dans Bienvenue docteur. Merci madame. C'est une structure anatomique qui relie le fœtus à la paroi de l'utérus de la mère. Donc il est constitué de 2 artères et une veine. Et le cordon ombilical commence à se former dès la 5e semaine de la grossesse à partir d'un tissu embryonnaire qu'on appelle le mésoderme extra-embryonnaire. Et quelle est l'importance du cordon ombilical dans le développement du fœtus ? Le cordon ombilical est très vital pour le développement du fœtus car il assure ce qu'on appelle la transmission des nutriments et de l'oxygène de la mère vers le fœtus. Et il permet également l'élimination des déchets métaboliques du fœtus vers la mère. Le cordon ombilical, c'est d'abord comme on peut dire un fil. Il est long entre 50 et 60 cm. Plus long, c'est pas très bon. Trop court aussi, c'est pas bon. Alors la moyenne, c'est entre 50 et 60 cm. Le cordon ombilical est composé de 2 artères et une veine qui sont entourées par une substance gélatineuse, un peu comme le gombo, qu'on appelle la gelée de Wharton. Et son rôle principal est d'assurer la connexion entre le fœtus et le placenta, ce qui permet les échanges vitaux entre la mère et son enfant. Et quels sont les nutriments et les déchets qui transitent par le cordon ombilical ? À travers le cordon ombilical, les nutriments qui transitent sont tels que le glucose, les acides aminés, les vitamines et les minéraux. C'est eux qui sont transportés du placenta vers le fœtus, tandis que les déchets métaboliques sont transportés du fœtus vers le placenta. Et donc, Madame Vichal, y a-t-il des risques ou des complications liées au cordon ombilical pendant la grossesse ? Si oui, lesquels ? Alors, les risques et complications liées au cordon ombilical pendant la grossesse peuvent inclure les anomalies de la formation du cordon ombilical. Nous avons dit tout à l'heure qu'il est formé de 2 artères et une veine. Il peut arriver qu'il manque par exemple la veine ou l'un des artères. Alors à ce moment-là, il faut signaler au pédiatre immédiatement. Voilà pourquoi il est important, obligatoire même, de faire l'examen du placenta après la naissance du bébé. En examinant le placenta également, on regarde et on estime, sinon on mesure la longueur du cordon ombilical. On vérifie si nous avons 2 artères et une veine. Et ça se fait. On finit l'examen avant plutôt d'examiner le placenta. On examine d'abord le fœtus. Et de là où le cordon a été sectionné, c'est là où nous pouvons voir s'il y a une anomalie au niveau du cordon ombilical. Et il y a aussi une diminution des mouvements du fœtus.
si le cordon a un problème. Ça peut aussi donner des saignements anormaux. La femme, pendant la grossesse, elle va ressentir des saignements ou encore des douleurs sévères. Et quels sont donc les signes qui peuvent indiquer un problème avec le cordon ombilical? Les signes qui peuvent indiquer un problème avec le cordon ombilical, vu que c'est in utero, c'est un peu difficile, mais nous avons dit ça peut donner des saignements anormaux chez la mère, une diminution des mouvements du fœtus. Ça peut aussi faire penser à un problème au niveau du cordon, parce que le cordon en lui-même, il permet des échanges entre la mère et l'enfant, permet également l'oxygénation. Donc si le cordon ombilical est mal formé ou il y a un petit souci, il n'y aura pas vraiment des échanges de façon normale entre la mère et le fœtus. Quand et comment le cordon ombilical tombe-t-il naturellement? Alors le cordon ombilical tombe naturellement quelques jours après la naissance du bébé. 3 à 4 jours, on peut assister déjà à ce que le cordon commence à sécher. Au bout de 5 jours, voire une semaine, il tombe naturellement, sans qu'on fasse quoi que ce soit sur le cordon, et il tombe naturellement sans problème. Ça veut dire que quand une femme accouche, elle doit aussi prêter attention sur ce côté-là et ne pas trop agiter le cordon ombilical. Exactement. Quand la femme accouche, généralement la sage-femme a l'obligation de lui prodiguer des conseils après l'accouchement. Parce que le bébé qui vient au monde est un étranger pour la maman, surtout sur les mamans qui accouchent pour la première fois. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Alors la sage-femme, c'est cette personne-là qui va l'aider à vivre les premiers moments-là avec une nouvelle personne à la maison. Donc parmi les conseils, nous conseillons également à la maman de faire attention au cordon ombilical, de ne pas mettre de n'importe quoi sur le cordon ombilical parce que ça tombe seul. Une fois qu'il n'y a plus d'échange entre la mère et l'enfant, ça commence à sécher et ça tombe. Donc elle doit regarder la couleur, elle doit ressentir l'odeur parce que quand ça sent mauvais, c'est pas bon. Parfois il y a un peu de pus, il peut être infecté. Là c'est très très dangereux. Parfois ça peut saigner du côté où on a fait le nœud. Si le nœud n'est pas bien fait, ça peut saigner. Donc, nous conseillons aux mamans de faire attention au cordon ombilical, de ne pas mettre de n'importe quoi sur le cordon ombilical. Elle peut laver son bébé sans problème, le plonger dans de l'eau, sans pourtant mettre quoi que ce soit sur le cordon ombilical. S'il arrive quelque chose où elle voit que c'est anormal par rapport au conseil qu'elle a reçu, eh bien, elle est censée de revenir voir les personnels soignants. Une maman qui est déjà une semaine avec son nouveau-né, avec un cordon ombilical qui n'est pas tombé naturellement, doit-elle s'inquiéter? Non, elle ne doit pas s'inquiéter, mais plutôt elle doit voir est-ce qu'il y a autre chose en dehors de ce qu'on lui a dit. Ça peut faire 10 jours, ça va tomber. Mais généralement, dans la majorité des cas, une semaine, ça tombe. Parce qu'il n'y a plus d'échange, il n'y a plus une circulation sanguine pour le cordon ombilical, parce que son rôle était d'assurer l'échange entre la mère et le fœtus. La veine et les artères qui forment le cordon ombilical ne sont plus fonctionnelles. Donc du coup, ça sèche et ça tombe très vite. Y a-t-il des pratiques traditionnelles ou culturelles spécifiques liées au cordon ombilical au Congo? Au Congo, les pratiques, je peux dire oui. À l'époque, on voyait ça même ici, à Brazzaville, où les mamans mettaient des feuilles tout autour du cordon ombilical pour que ça sèche vite. Et à l'intérieur, on assiste encore à ces pratiques-là. Mais ce n'est pas conseillé parce que la feuille que la maman prend, elle vient mettre sur le cordon ombilical. On ne sait pas, peut-être qu'il y a des bactéries qui sont sur cette feuille-là. Vous venez mettre sur le cordon ombilical. N'oubliez pas que quand il n'y a plus d'échange, le cordon ombilical commence à sécher. Et vers le bas, ça commence à se décoller du nombril de l'enfant. Alors, ça laisse des ouvertures qui peuvent permettre l'entrée des bactéries. Alors, ces feuilles-là peuvent venir infecter. Et s'il y a une infection qui rentre par le cordon ombilical, ça peut être dangereux pour
le nouveau-né. Alors, chère maman, vous qui nous écoutez depuis Radio Mucodec, nous vous conseillons donc de laisser tomber le cordon ombilical naturellement, comme vient de le dire la sage-femme. Il est donc crucial pour vous de faire attention et de veiller à ce que le cordon ombilical tombe seul. S'il y a un quelconque problème, n'hésitez pas de vous rapprocher de votre sage-femme ou d'un centre de santé le plus proche. Comment les sages-femmes congolaises sont-elles formées pour gérer les problématiques liées au cordon ombilical? Il y a d'abord une formation de base qui se passe à l'école. Dans la formation, il y a non seulement la théorie, mais il y a aussi la pratique. On apprend à la sage-femme d'abord comment sectionner le cordon, ensuite comment faire le nœud. Parce que il peut arriver qu'on n'a pas toujours des pinces appropriées pour clamper le cordon. Alors, la sage-femme, elle peut arriver à assurer l'hémostase avec des fils qui sont appropriés par rapport au cordon ombilical. Donc, elle apprend ça d'abord à l'école. Et ensuite, il y a des stages. Quand vous faites des stages, c'est pour augmenter le niveau de connaissance. Au stage, on apprend. Et quand on est nouvelle sage-femme également, on ne fait que ça chaque jour au bloc d'accouchement. Nous sommes bien dans l'émission Carnet de santé et nous sommes avec Madame Vichal qui est sage-femme. Existe-t-il des liens entre le cordon ombilical et certaines maladies infantiles? Alors, des liens entre le cordon ombilical et certaines maladies infantiles ont été étudiés. Certaines recherches sont encore en cours pour comprendre exactement ces associations entre ces deux. Mais après, on peut assister à des hernies ombilicales. Le cordon ombilical joue un rôle crucial dans la transmission des cellules souches de la mère au fœtus. Il offre la possibilité de traitement pour certaines maladies. Par exemple, une mère qui suit un traitement. Il y a des médicaments qui traversent la barrière placentaire. Et ça se fait à travers le cordon ombilical. Donc, le bébé peut recevoir son traitement depuis sa mère. Donc, on peut dire que ça, c'est un grand rôle que joue déjà le cordon ombilical dans la transmission des cellules souches de la mère. Pour finir, quel est votre message aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans concernant le cordon ombilical? Alors, concernant le cordon ombilical, mon message auprès des mamans et aussi des femmes enceintes est qu'elles doivent rester informées et de suivre les recommandations. Écouter les conseils que la sage-femme leur prodigue, que le personnel de santé leur prodigue par rapport aux soins postnataux, c'est-à-dire des soins qui viennent après l'accouchement, et de consulter toujours un personnel de santé en cas de préoccupation ou en cas de complications. Merci beaucoup la sage et on se dit à très bientôt. À très bientôt, merci. Vous l'avez compris, le cordon ombilical est tout aussi important que d'autres éléments qui composent un fœtus. Les mamans doivent en prendre soin et surtout veiller à ce qu'il tombe naturellement. Carnet de santé. Portrait du jour. Après avoir travaillé à la radio panafricaine Africa numéro 1 à Paris, elle a intégré la chaîne francophone TV5 Monde avec laquelle elle a sillonné l'Afrique. Née à Libreville au Gabon, elle est journaliste talentueuse, rédactrice, reporter, animatrice, formatrice et très passionnée. Elle a choisi le journalisme pour informer, éduquer, rencontrer et discuter. Elle sait. Moi, je suis Joëlle Ededege Ndong. Je suis journaliste, présentatrice, animatrice, reporter et formatrice. J'ai donc démarré à la radio Africa numéro 1 à Paris, où j'ai d'ailleurs justement démarré avec une émission de santé qui s'appelait Santé Village. On s'adressait aux zones rurales sur le continent africain. Et ensuite, l'émission a évolué et mon parcours aussi a également évolué. Africa numéro 1, j'ai après présenté des émissions de société. J'ai été la remplaçante principale du journal des auditeurs, présenté par Jules Adjikomlan. Je suppose que beaucoup d'entre vous se souviennent de cette émission, le journal, le JDA. Et ensuite, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, même si je sais, j'ai souvent toujours tendance à le dire, c'est qu'on a
jamais fini d'apprendre, mais je voulais découvrir autre chose. Et donc, je me suis lancée à Canal+, où pendant près de 6 ans, j'ai co-présenté avec le docteur Roger Moyoumogo l'émission Bonjour Santé, où on avait à cœur de tordre le cou à de nombreuses idées reçues autour de certaines maladies dont souffraient beaucoup d'Africains. On a tordu le cou, par exemple, à certaines maladies dont on disait qu'elles étaient mystiques alors qu'elles n'étaient que scientifiquement prouvées, que ce n'étaient que des maladies, comme par exemple l'épilepsie, l'autisme et bien d'autres encore. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé pour commencer à présenter des émissions de santé? Je vais peut-être en fâcher certains, mais je pense que c'est une réalité. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui, de nombreuses années, que l'Africain ne se préoccupe pas beaucoup de sa santé, alors que cela doit être une priorité absolue. On a souvent tendance à dire, lorsqu'on souhaite les vœux de Nouvel An, bonne année, amour et surtout une santé de fer. Parce qu'on sait que si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire grand-chose, même si on a de grandes idées, même si on a de grands projets, même si on est quelqu'un de très intelligent. Lorsqu'on est malade, c'est compliqué de réaliser ses rêves, c'est compliqué d'atteindre ses objectifs. Et j'ai remarqué cela. Et il y a quelque chose qui m'a aussi énervée, c'est qu'à chaque fois dès qu'on appelle par exemple un parent en Afrique, il te dit « Ah là, j'ai un petit palu ». Il n'y a pas de petit palu. Le palu tue au moins 2 millions de personnes sur le continent africain par an. Donc il n'y a pas de petit palu. Lorsqu'on a un palu, on le prend au sérieux. On ne fait pas de l'automédication. C'est pour ça aussi que ça m'a intéressée, parce que je trouvais également qu'il y avait énormément, et ça fait beaucoup de mal à de nombreux foyers, énormément d'idées reçues sur certaines maladies. Certains parents pensaient que lorsque leur enfant avait une crise d'épilepsie, la personne était possédée. Lorsque un enfant naissait albinos, c'était du mysticisme, alors que ce sont des maladies à part entière, des maladies dont souffrent même les Occidentaux, parce que c'est important de le dire. Il n'y a pas des maladies de blancs, il n'y a pas de maladies de noirs, même si des fois, par exemple, chez les femmes africaines, il y a par exemple certaines maladies qui sont plus prééminente chez les femmes africaines que chez les caucasiennes. Mais la maladie, elle est universelle. La maladie n'appartient pas à une couleur de peau. La maladie n'appartient pas à une société particulière. La maladie n'appartient pas à un rang social. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que l'Africain a besoin de l'éducation à la santé. On dit bien éducation à la santé, éduquer à la santé, et que c'est important de prendre. Je sais que des fois les systèmes sanitaires sur le continent ne sont pas toujours les plus performants, et puis la cherté aussi de la vie, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à bien se soigner, mais aujourd'hui on fait énormément d'efforts. Il y a la sécurité sociale, en tout cas il y a pas mal de choses. Il y a des associations aussi qui prennent en charge certaines maladies, mais il est primordial en tant qu'Africain de faire très très attention à sa santé, et c'est la priorité lorsqu'on se lève le matin, de se dire j'ai envie d'être en bonne santé. Donc il faut vraiment prendre en compte la santé des enfants, la santé des adultes, la santé des vieillards, la santé des femmes. Et on dit souvent une chose qui est essentielle, c'est la prévention. Il est important de prévenir. Il ne faut pas attendre de tomber malade pour ensuite s'alarmer et être alerté par les maladies. Et aussi la bouffe. Je parle de bouffe parce que j'ai parlé de malbouffe. Les Africains se nourrissaient très bien avant. On mangeait du bio, du frais. Et il faut savoir, et c'est un nutritionniste qui me l'a fait comprendre, qui me l'a dit, le premier médicament, c'est l'aliment. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous lors des tournages des émissions? Parce qu'on sait quand même que les médecins sont des personnes qui sont souvent très chargées par rapport à leur agenda. Et on a vu aussi beaucoup de personnes témoigner dans l'émission Bonjour Santé. Comment est-ce que vous avez pu faire pour avoir ce genre de production de qualité? Quand on présente un magazine santé, il faut d'abord avoir beaucoup d'humanité. Ce n'est pas une émission comme une autre. C'est une émission où on s'est dit on va aller au cœur de la vie des gens. On ne va pas seulement demander à des médecins de venir. C'est pas, en tout cas, dans la production de Bonjour Santé, ce n'étaient pas les médecins qui étaient les plus difficiles à convaincre. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont compris. Mais avec les médias, ils peuvent également faire de l'éducation à la santé que de rester dans leur cabinet ou à l'hôpital, etc. Mais c'était surtout d'avoir des témoignages de personnes malades. Parce que pour nous, c'était important. Si par exemple, on traite de l'épilepsie, qui de mieux qu'un épileptique de nous parler de ce qu'il ressent. Nous, un médecin va nous dire que oui, quand il y a des crises, il y a de la douleur, il y a ci, il y a ça. Mais l'épileptique, celui qui vit l'épilepsie, va nous faire ressentir exactement la douleur qu'il a. Et c'est important que le téléspectateur, parce que là on était en télé, se retrouve dans les thèmes que nous abordons. Et pour se retrouver,
Et pour avoir une référence et pour ne pas se sentir isolé, on avait toujours besoin d'avoir un témoignage d'une personne, d'un patient qui souffrait de cette maladie. Et si ce n'était pas un patient, on avait une rubrique qui s'appelait le grand témoin. Et donc dans le grand témoin, on faisait venir une personnalité, ça pouvait être un chanteur, un artiste, un écrivain, etc. et qui se battait pour une certaine maladie ou même qui souffrait de la maladie dont on traitait. En tout cas, lorsqu'on abordait les témoins pour venir donc parler de leur vécu, de leur maladie, on avait toujours une approche où on se disait vous pouvez aider les autres. Votre témoignage peut aider des personnes, par exemple, qui sont seules, qui sont isolées, qui se disent qu'il n'y a personne pour les aider. Mais si vous pouvez apporter votre témoignage et que vous allez vous rendre compte que des personnes vont sortir de l'ombre, aller peut-être à l'hôpital, nous appeler, nous écrire, vous contacter pour que vous les aidiez aussi dans la démarche qu'ils n'ont jamais osé faire, vous allez impacter et aider les gens. En fait, beaucoup de personnes sont venues témoigner parce qu'elles ont compris qu'elles pouvaient aider l'autre, en fait. Voilà. En termes de santé féminine, surtout en Afrique et ici au Congo, les femmes sont encore dans les pratiques ancestrales. Du corps de la femme doit être traité traditionnellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense surtout qu'il y a une erreur que beaucoup de personnes ont faite, c'est d'opposer la médecine moderne et la médecine traditionnelle. C'est vrai que la médecine moderne est très forte, elle a prouvé ce qu'elle a approuvé, mais la médecine traditionnelle, il ne faut pas non plus la négliger. Il y a certaines plantes qui sont connues de nos arrière-grands-parents, de nos grands-mères, de nos mamans, qui marchent. D'ailleurs, en France ou en Occident, par exemple, on parle des recettes de grand-mère. Donc c'est un peu ça, c'est pas que la médecine moderne. Le corps de la femme, il faut savoir que c'est le corps le plus vulnérable qui soit et que on ne peut pas en faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes. J'ai surtout envie d'alerter de nombreuses jeunes africaines et de nombreuses femmes africaines. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook. À chaque fois que je scrolle TikTok, je vois des gens qui proposent des recettes de ci, des recettes de ça, oui, pour avoir une hygiène intime comme ci. Non, il ne faut pas croire en tout ce que vous voyez ou en tout ce que vous suivez sur TikTok et sur tous ceux qui ont les super recettes miracles. Si par exemple vous voulez avoir une hygiène intime, il y a des gels intimes dans les pharmacies. C'est vrai qu'il y a aussi certaines plantes qu'on peut boire, etc., que nos grands-mères connaissent, que nos mères connaissent, mais n'allez pas faire des potions magiques, évitez de faire des potions magiques. Il y a maintenant tout que l'on peut trouver dans les pharmacies pour une bonne hygiène intime. Si vous avez des démangeaisons ou que vous vous doutez que vous avez peut-être une infection sexuellement transmissible, allez voir un médecin. Allez voir un médecin, allez en pharmacie, on va vous conseiller des choses, mais n'allez pas dans un cheminement de potions magiques ou de tout et n'importe quoi parce qu'il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux. Avant de finir, Madame Dong, il y a beaucoup de médecins qui ont des difficultés pour communiquer. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que professionnel? Vous avez travaillé avec beaucoup de médecins d'Afrique et d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour encourager ces médecins qui sont peut-être un peu timides et qui ne veulent pas vraiment communiquer? C'est vrai que le micro fait peur à beaucoup de gens. C'est pas toujours évident, et puis c'est pas leur métier. Comment on arrive un peu à les maîtriser quand ils sont dans une émission? On se dit faites comme si vous êtes dans votre cabinet. Faites comme si vous êtes juste devant un patient et vous devez lui expliquer les symptômes de la maladie, les conséquences, le traitement, etc. On est les patients, les téléspectateurs sont les patients, vous êtes dans votre cabinet et vous nous parlez de la maladie. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer devant une caméra, devant un micro, ça s'apprend et c'est pas une maladie grave, ça se soigne. Merci Madame Dong d'avoir été notre invitée aujourd'hui. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup à votre radio et je reviendrai très bientôt à Brazzaville. Merci beaucoup. Voilà, c'était Joëlle Ededenge Dong, une journaliste très passionnée et qui brise le silence sur les tabous autour de la santé. Elle a co-animé pendant près de 6 ans l'émission Bonjour Santé sur Canal+ Pop. Manger dans une même assiette avec une personne séropositive est un énorme risque. De nombreuses personnes qui ont une vision parfaite portent des lunettes comme accessoire de mode. Parce que je suis une femme ronde, les gens ont tendance à me considérer comme une personne moins active ou en moins bonne santé que les minces. Carnet de santé. Préjugés. Beaucoup de personnes pensent que plus une femme fait un gros bébé, plus le cordon ombilical est plus épais ou plus lent, ce qui peut entraîner des complications lors de l'accouchement. Est-ce un préjugé ?
Madame Goyo Adomani Wampana Vichal, sage-femme et maître santé publique, nous en dit plus. Je ne pense pas, parce que nous savons bien que le cordon ombilical en lui-même, il est relativement épais et semble gros, tout simplement en raison de sa composition. Il est composé de 2 artères et une veine. Et quand il y a une anomalie par rapport à l'épaisseur du cordon ombilical, c'est tout de suite signalé. Et ce n'est pas parce que l'enfant est gros ou petit que ça va changer la taille. Pas du tout, ni encore l'épaisseur du cordon ombilical. Pas du tout. Et aussi le message que je voulais encore ajouter par rapport aux mamans et aux femmes, c'est vraiment d'écouter ce que le personnel de santé leur dit. Parce que il y a des mamans, quand vous leur dites non, ne fermez pas le cordon ombilical, ne mettez pas de bande. Quand elles arrivent à la maison, les pauvres mamans, elles sont jeunes. Il y a des anciennes qui leur disent nous avons fait ça pour vous, qu'est-ce qui était arrivé? Tout s'était bien passé. Oui, c'est vrai, tout s'était bien passé. Mais la science évolue. La science, c'est quelque chose, chaque jour, il y a une nouveauté. À tous les domaines. Et aujourd'hui, le cordon ombilical ne se ferme plus. Vous pouvez laver votre bébé tranquillement, vous pouvez le nettoyer tranquillement, le masser tranquillement et laisser le cordon qui va tomber tout seul au bout de quelques jours. Ne fermez pas quand on vous dit de ne pas fermer. Mais s'il y a quelque chose, le personnel de santé vous dira toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Merci. Chère maman, prenez soin de vos bébés et surtout soyez vigilante jusqu'à la tombée naturelle du cordon ombilical de votre bébé. Évitez l'automédication sur le cordon de votre bébé et en cas de complications, rapprochez-vous de votre sage-femme ou d'un centre de santé intégré le plus proche de vous. Carnet de santé se veut être votre allié dans votre quête d'une vie saine et équilibrée. Nous espérons que cette émission vous a permis de mieux comprendre les enjeux de la santé, de briser certains préjugés et de trouver des conseils utiles pour prendre soin de vous-même et de vos proches. N'oubliez pas que votre santé est précieuse et que chaque petit pas que vous faites pour prendre soin de vous compte. Restez à l'écoute pour nos prochains numéros où nous continuerons à explorer divers aspects de la santé et du bien-être. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et prenez soin de vous. C'était Carnet de santé, une émission de Radio Mucodec présentée par Sainte Victoire.